Salut à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur la Révolution française, Robespierre et comment cet événement historique a été déterminant dans la construction de la droite et de la gauche en politique française. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les pouces bleus afin de me permettre de suivre ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de Robespierre et de la Révolution française et de pourquoi aujourd'hui c'est crucial de connaître cette histoire si on veut comprendre et décrypter la politique française et ce qui se passe aujourd'hui, en 2022, avec la NUPES, LFI, Mélenchon, Zemmour, Le Pen, etc. etc. Alors, il faut savoir que la Révolution française, c'est un événement, c'est un événement majeur de l'histoire française, de l'histoire de France. C'est un événement à tel point majeur que la plupart des gens, dans leur inconscient, dans l'inconscient collectif français, c'est quasiment le début de l'histoire de France, alors que c'est pas la vérité. Donc, je vais vous expliquer exactement pourquoi c'est un problème que dans la tête des gens, l'histoire de France commence à 1789, parce que l'histoire de France commence pas là, pourquoi c'est déterminant, qu'est-ce qui détermine la gauche, la droite française, etc. Alors, en 1789, donc il y a la Révolution française qui met fin à la monarchie absolue de droit divin qui existait avant. C'est-à-dire qu'avant la Révolution française, les rois de France avaient tous les pouvoirs législatifs, exécutifs, etc. Ils convoquaient l'équivalent de l'Assemblée nationale, les États généraux, vraiment extrêmement rarement parce qu'ils n'en avaient pas l'obligation. C'est le roi qui décidait de tout. Et éventuellement, c'était un bon roi ou un mauvais roi en termes de gestion, mais avant, il y avait pas d'autre instance de décision que celui du roi, que celle du roi, avec ses conseillers qui lui disaient vous devriez faire ci, faire ça, etc. Et ça n'était pas contesté. En plus, comme c'était de droit divin, le roi était considéré comme le représentant de Dieu sur terre. C'est-à-dire que c'était le représentant en fait de l'Église catholique, hein, tout simplement. C'était le chef de l'Église catholique. L'Europe. Et il est au-dessus de lui, il y avait le pape, c'était le roi était le représentant du pape du Vatican en France. C'était le lieutenant de Dieu en France, tout simplement. C'était de droit divin et héréditaire. Donc une monarchie héréditaire absolue de droit divin. Et la Révolution française a remis en cause cet état de fait. Pourquoi la Révolution a remis en cause cet état de fait? Dans les faits, il y a eu une grande famine qui a été due à un hiver rigoureux en année 1788, me semble-t-il. Et donc, il y a eu une disette générale. Donc, les gens, en tout cas au niveau du bas peuple, se sont soulevés parce qu'il y avait une crise en termes d'alimentation, etc. Mais il ne s'agit pas que forcément de ça. Derrière, il y avait aussi des enjeux politiques. Vous avez notamment tout ce qu'on appelle le club des Jacobins, dont est issu Robespierre, qui de toute façon réfléchissait depuis un certain temps à remettre en cause la monarchie de droit divin, à remettre en cause l'Église catholique, à remettre en cause la religion catholique. Et donc à l'époque en France, puisque le roi était le représentant de l'Église catholique, s'il s'agissait de remettre en cause la religion catholique et l'Église catholique, et il s'agissait donc de remettre en cause la personne du roi, tout simplement. Donc, il y a en fait, la révolution ne se résume pas à une crise de l'alimentation qui fait que les gens vont prendre la Bastille pour récupérer du pain parce que les gens ont faim. Cette crise-là a été aussi récupérée, il faut le dire, par notamment les Jacobins, dans le but de faire renverser le roi, clairement, politiquement. Vous avez des hommes qui se sont servis de cette crise pour remettre en cause la monarchie de droit divin. Donc parmi ces gens-là, vous trouvez Robespierre, vous trouvez Danton, vous trouvez Marat, Camille Desmoulins, etc., etc. Et du coup, il s'est avéré que c'est cette révolution-là qui donne naissance au clivage droite-gauche. Puisque à ce moment-là, en 1789, la gauche, ça devient la contestation de l'ordre établi. À l'époque, c'était la contestation de la figure du roi, la contestation de la monarchie et la proposition
d'un autre système, en l'occurrence la République. Et si vous voulez, la droite, en fait, par défaut, s'est retrouvée être la droite parce que la droite, c'est le conservatisme. Et la droite s'est retrouvée être royaliste, c'est-à-dire défendre la figure du roi, le retour de la monarchie, quitte, dans certains cas, au moment de la Révolution, à demander à la Prusse et aux autres monarchies de venir aider le roi pour rétablir la royauté, donc de demander à des puissances étrangères de se battre contre les révolutionnaires afin de mater les révolutionnaires et de restaurer la monarchie des Bourbons, le règne des Bourbons. D'ailleurs, c'est le roi Louis XVI lui-même et Marie-Antoinette euh, ont participé à ce que la Prusse fasse la guerre aux révolutionnaires sur le territoire français afin de récupérer le pouvoir, et ce fut à la fin un échec pour Louis XVI et Marie-Antoinette, qui ont dû dans un premier temps fuir, essayer de fuir la France. Ils se sont fait rattraper et quelques années après 89, en 91, 1791, Louis XVI a été décapité et Marie-Antoinette mise en prison. Euh, mais donc tout ça pour dire que 1789, c'est la naissance du clivage droite-gauche, avec la remise en cause de l'ordre établi qui est issu des Jacobins qui ont politiquement travaillé pour qu'on puisse remettre en cause la figure du roi. Ensuite, on a eu donc différents régimes qui se sont succédés les uns après les autres, qui ont un peu échoué entre 1789 et 1848. Vous avez la monarchie constitutionnelle, après vous avez eu l'Empire, le consulat avec Napoléon qui revient, après vous avez eu la restauration des Bourbons, puis la fin réelle de la monarchie, et puis après vous avez eu les différentes républiques qui se sont succédées, il y a eu des soubresauts, des rebondissements de la révolution de 89 qui est revenue en 1848 et en 1870. Après, il y a eu la Commune de Paris, les révoltes des pauvres. Et le clivage droite-gauche, en fait, n'a plus été remis en cause à partir de 1789. Même s'il y a eu après des soubresauts de la monarchie qui a essayé de revenir, en fait, quand même, 1789, c'est clairement le coup près qui met fin à la monarchie. Après, il y a quelques soubresauts entre République, monarchie, empire. Il y a un siècle comme ça où on ne sait pas quel système choisir vraiment. Et puis après, ça se stabilise. Et puis après, on crée les différentes républiques au XXe siècle. Et après, ça se normalise. La République se normalise. Et de plus en plus de Français deviennent républicains et ne se posent plus la question de revenir ou pas à la monarchie. Et les royalistes sont de moins en moins nombreux. Et les républicains sont de plus en plus euh, nombreux, et la République se normalise, devient de plus en plus normale. Donc du coup, le clivage au 19e et au 20e siècle, le clivage droite-gauche change de sens avec la révolution industrielle, puisque la gauche, c'est la contestation du capitalisme, du patronat et de ceux qui obtiennent le pouvoir par la propriété et par l'argent, de ceux qui détiennent les moyens de production. Le capital, c'est ça, c'est ceux qui détiennent le moyen de production. Donc vous avez la contestation du patronat. Et donc le clivage droite-gauche se fait du coup sur le plan économique, entre la droite qui veut conserver le pouvoir du patronat, des propriétaires, des moyens de production, etc. Et la gauche qui veut, qui devient donc socialiste, c'est-à-dire qu'elle conteste le patronat et elle devient socialiste, c'est-à-dire en faveur des travailleurs, etc. Et le clivage ne se fait plus sur la contestation de la République ou de la royauté, le clivage se fait d'un point de vue économique. Et donc la gauche, c'est à ce moment-là, c'est au moment de la révolution industrielle que la gauche se qualifie de socialiste, communiste, marxiste, trotskiste, léniniste, etc. Parce qu'on est sur le plan économique. Tout ça pour vous dire, si on en arrive à Mélenchon et Zemmour, il y a un clivage idéologique et historique entre la France insoumise et Reconquête, le mouvement d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, lui, il arrive là, idéologiquement, pour lui, la France ne commence pas en 1789. Selon Éric Zemmour, la France
commence dans les années 400-500 après Jésus-Christ avec le baptême de Clovis, avec Clovis. Clovis, les rois de France, Charlemagne, etc., tous les Capétiens, les Mérovingiens, je vous refais pas l'histoire, Capétiens, Mérovingiens qui se succèdent les uns aux autres, Carolingiens et tout. Et il faut, en fait, pour Éric Zemmour, la France commence à ce stade, et en fait, c'est même l'héritage de la droite que d'englober dans l'histoire de France les rois de France. Puisque quand 1789 est arrivé, les royalistes, ils étaient de droite. Donc, Zemmour, en tant qu'homme politique de droite, revendique l'héritage de la droite royaliste de 1789. Donc, il revendique les rois de France, même s'il il est républicain, Zemmour. Il n'est pas forcément royaliste, il peut être républicain. Simplement, aujourd'hui, la droite qui est républicaine, elle a dans son héritage, à un moment donné dans l'histoire de France, dans l'histoire de la droite française, la droite a été royaliste à un moment donné, même si elle ne l'est plus. Donc, Zemmour revendique la partie de l'histoire de France où son mouvement était royaliste. Sa famille politique était royaliste. Donc, Zemmour est cohérent puisque la famille de droite a un héritage en ce qui concerne le royalisme. Mélenchon, qui est donc de gauche, d'extrême gauche, lui, revendique la République, il revendique la France de 1789, il revendique la naissance de la gauche. La gauche est née en 1789 par la contestation de la monarchie. Donc, Mélenchon revendique l'héritage de 1789, c'est l'histoire de la gauche, c'est l'histoire de la famille politique de la gauche, 1789, puisque c'est la naissance de la gauche, donc c'est ce que Mélenchon revendique. Il le revendique plus fort que les autres, mais c'est l'héritage de la gauche que d'être contre la monarchie. Donc, vous avez une partie de la classe politique française qui considère que l'histoire de France démarre à 1789. Et c'est ça qui marque le clivage aujourd'hui, qui est déterminant dans la politique française. Donc voilà, je voulais faire ce petit résumé pour vous remettre les cases à l'endroit et pour comprendre un peu la vie politique française. Et pour aller plus loin, en ce moment, je vais commencer à lire une biographie de Robespierre, de Jean Massin notamment, parce que la figure de Robespierre est une figure controversée qui suscite un débat fort en France entre ceux qui détestent Robespierre et ceux qui adulent Robespierre. Robespierre, c'est celui qui a donc pris le pouvoir après 1789, quand la Révolution a eu lieu, notamment via le comité de salut public et les tribunaux, etc., les tribunaux révolutionnaires. Robespierre a été à la tête de la France à la suite de la Révolution française de 1789. Il a été à l'origine de la guillotine pour Louis XVI en 1791. Et il a surtout aussi été à l'origine de la période de la terreur, où on a systématiquement assassiné les contre-révolutionnaires, les opposants à la Révolution. Et de manière horrible, il y a eu les guerres de Vendée, où les Vendéens s'étaient positionnés contre la Révolution, donc il y a eu des épisodes sanglants, etc. Et Robespierre est une figure cardinale, et en même temps contestée, adulée. Donc c'est une figure importante de l'histoire de France. Donc c'est pour ça que je vais m'atteler à lire la biographie, et je vous en dirai peut-être un petit mot, et je vous conseille vous aussi de lire cette biographie en vous rappelant du contexte que je viens de vous remémorer, pour bien comprendre où est-ce qu'on en est au niveau de l'histoire de France, pour comprendre ce qui se passe aussi aujourd'hui, parce que ça revient, c'est un débat qui revient fort, la figure de Robespierre, la figure de Danton, la Révolution française, etc. C'est la fin de cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.